Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresque.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez démarré la nouvelle année en très bonne santé. Cet épisode est un épisode spécial Nouvelle Année et sera un peu plus long que les autres. Restez jusqu'à la fin, mon invité et moi vous réservons une offre exclusive. Comme chaque début d'année, la plupart des gens prennent des résolutions. Les plus courantes étant par exemple d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de prendre plus de temps pour soi ou enfin de lancer un projet qui est enfermé dans notre tête ou nos tiroirs depuis un bon moment déjà. N'étant pas très différente des autres, j'ai aussi pris certaines résolutions pour cette nouvelle année. Mais avant, j'ai fait un petit bilan pour savoir si les résolutions prises un an plus tôt ont été respectées. Je dois vous avouer que j'ai dû reconduire certaines résolutions à cette nouvelle année en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Côté professionnel, j'ai pu atteindre certains de mes objectifs, notamment de lancer ce podcast et j'en suis très fière, bien que le chemin soit encore très long. J'en profite donc pour vous dire encore merci, vous qui êtes si fidèles, car sans votre soutien permanent, il est difficile de trouver la motivation pour continuer. Le second objectif que j'ai atteint a été de déléguer entièrement la rédaction des articles du magazine en ligne afrolivresque.com à une agence de rédacteurs, ce qui m'a permis de dégager du temps dans mon calendrier pour préparer le lancement de ce podcast. En ce qui concerne mes résolutions de cette année, dans le domaine privé, j'ai décidé de communiquer tant que je peux avec bienveillance autour de moi et sans rien attendre en retour, quelles que soient les circonstances, et aussi d'essayer avec de petites actions d'embellir régulièrement mon environnement direct, c'est-à-dire mon corps, mon mental, mon esprit, mon coin de travail et mon lieu de vie. Côté professionnel, je souhaite simplifier mon travail en restant focus sur l'essentiel, en évitant les tâches qui semblent intéressantes et cool, mais qui ne sont pas du tout productives. Je compte aussi déléguer beaucoup plus de tâches que je ne le fais actuellement, ce qui bien sûr demande un investissement financier pour embaucher de nouvelles personnes. Je suis donc à la recherche de nouveaux collaborateurs à temps partiel, à savoir un assistant virtuel, un expert en web marketing et un community manager. Pour plus d'informations concernant ces offres, allez sur le site www.afrolivresque.com/carrière ou envoyez directement votre candidature à l'adresse jobs@afrolivresque.com. Vous aussi, vous avez certainement pris des résolutions pour cette nouvelle année. Vous voulez peut-être écrire un livre, créer un blog, un podcast, lire plus de livres, vous former, etc., etc. Je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi. Fermez les yeux quelques secondes. Ne le faites surtout pas si vous êtes en train de conduire en écoutant ce podcast. Fermez les yeux. Faites un bond en arrière. Il y a exactement un an. Quels étaient vos objectifs? Les avez-vous atteints? Combien de fois avez-vous remis tout à demain de manière répétée? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre ces objectifs? Rouvrez les yeux. Revenez dans le moment présent.
et imaginez où vous auriez pu être aujourd'hui si vous aviez atteint la moitié de vos objectifs. Imaginez les sentiments que cela peut procurer. Imaginez le résultat de vos efforts. Voulez-vous vous retrouver l'année prochaine à la même période avec les mêmes questions? Un an, ça passe vite. Ça peut être très long ou très court. Il n'est jamais trop tard. Commencez dès maintenant. Même si vous n'avez pas encore un plan clair, commencez quand même. Par un petit pas. Et chaque jour, faites un autre petit pas de plus. De petits pas sur une année seront un pas de géant l'année prochaine quand vous ferez le bilan. Je suis curieuse de savoir quelles sont vos résolutions pour cette année. Partagez-les avec moi et avec un peu de chance, cela pourra inspirer la thématique d'un épisode du podcast. Je pourrais même inviter un expert pour avoir des conseils et astuces pour mener à bien ces projets. Vous pouvez envoyer un message par WhatsApp au numéro +237 6 80 81 54 24 ou par mail à l'adresse podcast@afrolivresque.com. L'une des causes majeures de ne pas atteindre ses objectifs est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ou tout de suite. Tant que cela reste un phénomène passager ou juste un moment de baisse d'énergie, il n'y a pas de souci à se faire. Mais quand on remet systématiquement toutes nos tâches à demain, cela devient chronique et peut avoir un impact grave sur notre vie. La procrastination, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est comme une pieuvre à plusieurs tentacules, tant ses causes et ses conséquences sont diverses et variées. Ginette Fotso, mon invitée aujourd'hui, l'a vécu et a pu s'en sortir. Dans son livre intitulé « Fais-le maintenant, demain pourrait être trop tard », elle partage son expérience avec la procrastination. Elle donne des outils de compréhension et des solutions simples et pratiques pour sortir de ce cercle vicieux. Ginette Fotso est camerounaise. Elle vit en Allemagne où elle a obtenu un master en automatisation industrielle. L'échange avec Ginette m'a fait découvrir des aspects et des impacts de la procrastination que j'étais loin d'imaginer. Je vous promets que si vous suivez et appliquez les conseils de Ginette, vous verrez un changement notable dans la réalisation de vos projets. Et comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, si vous écoutez jusqu'au bout, Ginette et moi avons une offre spéciale pour vous à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ginette Fotso, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci Ada, le plaisir est pour moi. Alors aujourd'hui, on va parler de procrastination, un sujet que je trouve très intéressant parce que je suis sûre que comme tout le monde, il m'arrive parfois de me dire je pourrais faire ça demain ou après-demain. Ah, je ferai d'abord ça avant de faire ça. Donc, avec vous, on va essayer d'explorer un peu ce qui nous pousse à faire ça, à procrastiner, qu'est-ce que c'est même d'abord et tout. Mais avant d'y arriver, je voudrais savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Oui, avec plaisir, Assel. Moi, c'est Ginette Capché Fotso. On m'appelle très souvent Ginette Fotso. Je suis camerounaise, résidant en Allemagne depuis 10 ans déjà, où j'ai effectué mes études en automatisme industriel, plus connu en allemand sous le nom de Automatisierungstechnik. Donc voilà, j'ai fait mes études de bachelor à l'Université des sciences appliquées de Mannheim, plus connue sous le nom de Hochschule Mannheim, dans l'état du Baden-Württemberg en Allemagne, et puis un master international dans la même filière en Automation Technology à l'Université des sciences appliquées de Darmstadt. Ah oui, qui est en 25 minutes. D'accord.
C'est une surprise pour moi parce que moi aussi j'ai obtenu mon diplôme à la fin à Mannheim, dans la même ville. Donc on a fait la même école, mais avec une différence d'années. Très intéressant. Et alors, est-ce que tu es né en Allemagne ou tu es arrivé en Allemagne étant déjà adulte? Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Euh, donc, je suis née au début des années 90 à Yaoundé, au Cameroun. D'accord. Mais j'ai grandi à Bafoussam après que mes parents ou bien mon papa y soient affectés. Donc, j'y ai fait mes études primaires et secondaires et c'est dans un lycée de la place que j'ai obtenu mon baccalauréat. Et après quoi, je me suis mise au cours de langue et voilà ce qui m'a conduit à arriver ici en Allemagne il y a une dizaine d'années, comme je le disais tantôt. Mhm. Et est-ce que c'était déjà clair les études que vous souhaitiez faire? Parce que Euh, c'est assez spécial, automatisation. Voilà, une jeune fille qui vit au Cameroun, comment ça se fait qu'elle rêve d'étudier automatisation? En disant que ce n'était pas mon premier rêve, le tout premier, c'était de faire des études de médecine, ce qui n'avait malheureusement pas marché dès la première année après l'obtention de mon baccalauréat au Cameroun. Et je ne voulais pas perdre beaucoup plus de temps à essayer d'entrer dans une des grandes écoles qui proposent la filière médecine. Mhm. Et je me suis dit, OK, il est temps de sauter sur la deuxième possibilité, ou bien la deuxième alternative que j'avais, mon plan B, si je peux le dire ainsi, Mhm. qui était un plan plus technique. Il faut dire que depuis que j'étais petite, j'avais un faible, hein, je dirais comme ça, pour tout ce qui était automatique, pour tout ce qui était robotique, pour tout ce qui était électronique. Euh, et quand je suis arrivée ici, en causant avec des aînés, en parlant de cette passion-là, ils m'ont dit, voilà, euh, la meilleure filière qui sied à ces attentes-là, c'est soit automatiser une technique ou bien un robotique qui était dispensé à l'époque à l'université de Darmstadt. Il n'y avait pas cette filière-là à Mannheim, mais j'ai choisi Mannheim parce que, voilà, comme la famille était établie aussi, j'avais une grande partie de la famille là-bas. Du coup, c'était la meilleure alternative, quoi. Très bien. Alors, euh, vous avez écrit un livre qui s'intitule Fais-le maintenant, demain pourrait être trop tard. Comprendre et éliminer la procrastination dès maintenant. Comment on passe du domaine technique, de l'automatisation, à écrire sur la procrastination? En effet, c'est une très bonne question. Euh, J'aimerais d'abord, pour un début, mentionner que le livre, je l'ai écrit premièrement en anglais. Do it now, tomorrow might be too late. Understand and crush procrastination right now. Euh, Pourquoi je l'ai écrit en anglais? Parce que je me suis dit, c'est un thème qui dépasse en fait les cultures. Et je pense que vraiment beaucoup de gens de par le monde entier sont concernés par ce thème-là. En particulier moi. Donc j'ai écrit ce thème. Euh, Cela ne part pas premièrement de la passion que j'ai déjà même naturellement pour l'écriture, mais ça part d'un problème ou bien des situations que j'ai moi-même vécues, que ce soit dans mes études ou bien même parfois au travail. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante d'être hors de ce phénomène de procrastination-là, mais c'est quelque chose qui m'a, en vue extérieure, hein, on aura l'impression que je suis allée très vite ou bien que voilà, j'ai toujours eu à faire les choses quand il fallait les faire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant les études, j'ai eu souvent beaucoup de stress à l'approche des examens parce que j'avais passé le temps à repousser jusqu'à la dernière minute avant de me mettre à réviser. Pareil pour le travail, quand je venais de commencer, je me disais toujours, ah, ça, je peux le faire demain, ou alors par peur, je me disais, voilà, ça, peut-être je ne vais jamais comprendre. Et cette peur-là d'affronter, en fait, les difficultés faisaient que je les repoussais toujours à la dernière minute, ce qui finalement n'était pas évident, ce qui n'était pas productif à la fin. Euh,
Il y a jusqu'au jour où je me rends compte que voilà, c'est pas, ça me perd du temps, quoi, ça me bouffe de l'énergie, comment on dit, ça m'empêche de déployer en fait tout ce que j'ai en moi, quoi. Justement, Et on va revenir sur vraiment sur les impacts. Mais est-ce que déjà, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous donner une définition très précise de ce que c'est que la Est-ce que vous pouvez nous donner une définition précise de ce que c'est que la procrastination? d'accord. Bon, le terme procrastination a de nombreuses définitions. La plus commune ou alors la plus connue d'elle est cette tendance, je dirais même maladive, hein, à vouloir toujours renvoyer à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Je vais insister en disant que pour des raisons plus ou moins fondées, renvoyer sporadiquement 2 ou 3 choses à plus tard n'est vraiment pas un problème, mais le fait de le faire de façon anormalement répétée et sans raison vraiment valable est ce qui devrait tirer la sonnette d'alarme. Très bien. C'est assez clair, hein. Donc ça veut dire que, heu, il y a pas de problème en tant que tel si, il m'arrive de temps en temps de dire: «Bon, je repousse ça à 1 heure, plus tard». Si ça arrive de temps en temps, c'est OK. Mais si je le fais systématiquement dans tout ce que j'ai à faire, là, ça devient un problème et là, c'est la procrastination. Exactement, OK, oui. très bien. Est-ce qu'il y a une différence selon les cultures, hem, par rapport à cette connotation négative, qu'a la procrastination? Où est-ce qu'on met le curseur de dire: «OK, jusqu'à tel niveau, c'est acceptable, mais au-delà, c'est pas acceptable». Est-ce que vous savez s'il y a une différence entre les différentes cultures? Surtout que vous avez un peu vécu dans 2 cultures déjà. Vous venez du Cameroun et maintenant vous vivez en Allemagne. Mm. Bon, je commencerai par dire que la tendance à remettre les choses à plus tard est aussi déjà répandue, aussi bien chez les hommes que les femmes, et dans toutes les cultures confondues. Mais seulement, cette tendance-là n'est pas forcément taguée dans toutes les cultures comme étant de la procrastination. Mmh. Ceci pour diverses raisons. Par exemple, dans certains contextes, dont particulièrement le contexte africain, on taguera plutôt de paresseux celui qui n'accomplit pas ses tâches à temps. Et Mmh. dans un autre contexte, on le taguera de nonchalant, dans un autre de têtu, tout simplement parce que ce terme ou bien cette notion de procrastination n'est pas encore assez répandue dans certaines régions du monde, comme ça l'est par exemple en Europe. Mmh. Donc, je dirais que ce fléau se manifeste de la même façon, vraiment indépendamment du genre, de la culture, de là où on se trouve. C'est juste que le mot ou bien la notion n'est toujours pas, peut-être à cause de l'ignorance, comme je le disais tantôt, répandue dans certains coins, quoi. Mmh. Et quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui fait que nous procrastinons? Bon, voilà, les causes, il y en a vraiment innombrables. Je vais essayer d'énumérer quelques-unes, vraiment sans prétention de livrer une livre exhaustive. Donc, il existe vraiment plusieurs raisons qui poussent à procrastiner. Et comme un adage dit, connaître la source de notre problème permet de l'attaquer efficacement. Donc, les facteurs les plus connus ou reconnus qui déclenchent ou bien qui causent la procrastination, on a parmi cela le facteur académique, hein. Plusieurs études ont montré que la procrastination est particulièrement accentuée dans le milieu académique, en particulier lorsqu'il s'agit de remettre, par exemple, des devoirs ou des exposés. Mmh. Et la racine ici, selon les experts, étant plus liée aux perturbations cognitives qui poussent beaucoup d'académiciens à croire, à soit surestimer le temps qui leur est imparti pour effectuer leur devoir, ou à penser qu'ils seront beaucoup plus inspirés le lendemain, ou penser qu'ils doivent être dans de meilleures conditions ou avoir le meilleur état d'esprit pour se lancer, pour ne citer que cela. Mmh. Donc, on a aussi la peur de l'échec qui est une cause de la procrastination. On peut éviter de commencer une activité parce qu'on appréhende déjà ce qui pourrait se passer si on ne réussissait pas, comment on se sentirait, ce que les gens diraient. Voilà, mais une chose est certaine, hein, c'est qu'attendre que toutes nos incertitudes ou que nos peurs
d'échouer disparaissent avant de se lancer, c'est vraiment mal s'y prendre. Donc, la peur ne s'en va pas avec l'attente, mais on l'affronte. On peut aussi révéler la peur du succès même comme l'une des causes de la procrastination. Ça peut sembler illogique. La peur du succès peut vraiment être une de ces causes que certains procrastinateurs vraiment craignent. Ce n'est pas d'échouer, mais c'est de réussir et même de réussir au-delà de ce qu'ils imaginent. Ceci étant dû au fait que le succès, dans certains cas, peut être si grand, si fulgurant et même si lourd qu'il pourrait engendrer plus de responsabilités et aussi plus de sollicitations dans nos vies, ce qui pourrait pousser à procrastiner ou à ne jamais se lancer, quoi. Mhm. Ça, c'est très intéressant à le savoir parce que si on va dans le domaine de l'écriture et des auteurs, par exemple, alors on a beaucoup d'auteurs qui parfois, ils savent qu'ils doivent écrire régulièrement, mais trouvent une raison ou une autre pour ne pas le faire. Et les jours passent, les semaines passent, et finalement, le projet n'aboutit pas. Il est très, très difficile d'écrire, par exemple, un roman jusqu'au bout, parce qu'on remet au lendemain à chaque fois. Et est-ce que vous pensez que ça s'applique aussi à ces auteurs-là ou à ces artistes qui trouvent une raison ou une autre? En général, c'est le temps. Moi, j'entends beaucoup, j'ai pas assez de temps pour écrire. Comment je fais pour trouver du temps? Est-ce que ce sont des raisons comme ça qu'ils se créent dans la tête pour justement éviter d'avoir du succès, comme vous avez dit, ou éviter d'échouer, et pour toutes les autres raisons que vous avez citées? Ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'avant d'attaquer la procrastination chez l'auteur, il faudrait que je parle d'une autre cause de la procrastination qui est le perfectionnisme. En fait, il y en a plusieurs énumérés dans le livre, mais je ne les citerai pas toutes parce que sinon, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour ça. Tout à fait. Donc, il y a le perfectionnisme comme cause de la procrastination. Le perfectionnisme, c'est quoi? C'est cette propension-là à vouloir toujours rendre des travaux irréprochables. Par exemple, un étudiant ou même un employé qui passe des heures interminables à chercher des informations supplémentaires pour produire un rapport ou une dissertation parfaite, au lieu de rendre son travail qui en lui-même déjà, il faut le dire, est déjà de bonne qualité et complètement exploitable. On peut aussi prendre le cas d'un auteur, par exemple, qui repousse indéfiniment la publication de son livre à cause d'interminables relectures, en cherchant le mot mal écrit, un meilleur mot en place de tel ou tel autre mot, une virgule à ajouter ou à déplacer. Bref, on voit qu'en tant que perfectionniste de l'instant T, ne nous paraît jamais être le bon moment de remettre un exposé, un rapport ou de publier une œuvre, parce qu'on est tellement omnibulé à la recherche de la petite bête qui, selon nous, rendrait notre travail imparfait. Pourtant, personne ne le remarque même. Donc, très souvent, le travail du perfectionniste, comme je le disais tantôt, est bien fait, mais il cherche constamment, et je dirais même maladivement, à faire mieux. Et comme un adage le dit, en effet, en faisant référence au perfectionnisme, justement, qui très souvent n'achèvent pas leurs œuvres par souci de perfection, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc maintenant, vraiment de manière globale, générale, pour parler de la procrastination ou bien des manifestations de la procrastination chez l'auteur, voilà ce que je dirais par exemple. Voilà comment ça se passe en général. Tu as un thème, tu as des idées, tu as même le titre du livre que tu aimerais écrire, tu le passes et repasses ce titre en boucle dans ta tête, tu t'en réjouis à chaque fois, ce qui est bien. Une semaine passe, tu continues de t'en réjouir, puis un mois, puis 2 mois passent et tu te dis, il faut que je commence à écrire enfin. Puis une autre semaine passe et tu te dis, je dois commencer. Une autre passe et après cela 2, et puis tu décides de faire au moins un squelette, une table de matière. Ensuite, tu commences l'introduction la semaine d'après, et puis une pause d'une semaine, tu reviens, tu as un coup d'idées, tu écris 2 phrases par semaine et te dis finalement, bon, je crois que je n'ai pas assez d'idées ou d'inspiration pour développer cette thématique, puis tu abandonnes.
Et oui, en tant qu'auteur de pratiquement 6 œuvres aujourd'hui, je suis passée par tout ça. Et quand bien même je parvenais à écrire certaines de ces œuvres, je ne les trouvais jamais assez parfaites ou à jour pour être publiées. Ce qui fait que je renvoie chaque fois à l'échéance de la publication, cela cherchant à chaque fois, comme je disais, la petite bête qu'il fallait encore corriger. Donc, c'est un peu comme ça que ça se manifeste chez l'auteur, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans tout le déroulement qui vient d'être fait. J'avais l'impression de revivre certaines scènes. Exactement. Oui, et ça fait du bien parce que ça montre qu'on n'est pas seul. Parce que parfois, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on est, comme vous avez dit, on est paresseux, on est fainéant, mais on oublie qu'en fin de compte, on n'est que des humains, donc on se comporte comme les autres humains aussi. On n'est pas seul. Donc, il faut plutôt maintenant réfléchir sur comment trouver des solutions aux situations qui nous empêchent d'avancer. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des techniques? Bon, il y en a dans le livre, mais comme ça, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner quelques techniques pour améliorer, on va dire, pour améliorer un peu une situation de procrastination chronique? Comment est-ce qu'un auteur peut vraiment se détacher de la procrastination, par exemple, s'il faut prendre le cas de l'auteur, parce que comme on s'est dit, on ne pourra pas citer tous les cas. Donc, je dirais qu'il faut commencer par écrire la thématique ou le sujet sur lequel le livre va s'appesantir. Disons, en moyenne, cela peut prendre en moyenne 1 semaine pour les plus lents ou bien pour ceux qui le font, enfin, qui écrivent en parallèle et qui ont un travail principal ou bien d'autres responsabilités. Donc, vous pouvez comme ça repérer une bonne thématique, créer un titre et un sous-titre surtout assez attrayant ou captivant pour votre livre. Et si vous êtes vraiment, honnête avec vous-même, le titre ou éventuellement le sous-titre de votre livre doit pouvoir vous parler à vous-même en tant qu'auteur, c'est-à-dire vous indiquer clairement de quoi il est question dans le livre. Tant que vous ne l'avez pas encore fait, moi, personnellement, je ne conseillerais pas de s'y lancer, quoi. On ne peut pas se lancer dans une thématique où on ne sait pas où on va, où on ne sait pas ce qu'on veut apporter aux autres. Je précise que ça c'est valable pour les livres non-fiction. Donc, exactement. Voilà, là, il ne s'agit pas de romans ou de recueils, de nouvelles ou de poésie. Donc, ça s'applique aux livres de non-fiction. Exactement. Et le petit tip que je peux donner ici, c'est on peut écrire sur toute thématique, mais c'est toujours plus beau et plus passionnant de donner ce qu'on a en fait. Moi, j'ai écrit par exemple sur la procrastination parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, quelque chose où j'en suis sortie et je me suis dit, je ne sais pas combien de personnes comme moi sont en train de passer par là. Peut-être partager mon expérience parce que oui, dans mon livre, je parle un peu plus de moi, beaucoup plus de moi, disons, qu'autre chose. Et je me suis dit, quelqu'un en lisant cela peut vraiment se rendre compte que oui, ce que je vis, quelqu'un l'a vécu et cette personne-là a pu en sortir, quoi. Donc, comme je disais, pour une deuxième semaine, la première semaine, on peut vraiment s'atteler en tant qu'auteur à chercher un titre et un sous-titre captivant. Et la deuxième semaine, pour les plus lents ou bien ceux qui ont des activités parallèles, vous pouvez vous atteler à faire un squelette ou bien une table de matière pour votre livre. Et pendant que vous faites cette table de matière-là, il se pourrait que vous ayez déjà des idées pour certains chapitres ou sous-chapitres. Notez-les déjà directement dans ces chapitres ou sous-chapitres pour qu'elles ne vous échappent pas après. Donc, ne vous inquiétez pas, premièrement, beaucoup du style ou bien de la forme, mais le plus important, c'est de noter la pensée de fond. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et vous le notez. Donc, par semaine, vous pouvez décider de vous attarder, après avoir monté votre squelette, bien sûr, ou bien votre table de matière avec les chapitres et sous-chapitres correspondants. Vous pouvez vous attarder sur 1 ou 2 chapitres par semaine et y écrire tout ce qui vous passe par la tête concernant les points que vous aurez énumérés ou bien les chapitres que vous aurez
définie. Donc, faites aussi des recherches. Vous pouvez y trouver des choses qui vous inspirent. Au lieu de procéder aussi par chapitre, vous pouvez vous dire, OK, vous donnez un nombre de mots, par exemple, à écrire par jour ou bien par semaine. Par exemple, un nombre de mots raisonnable aussi. Se dit qu'on écrit 10 mots par jour, ça ne fait pas un sens. Mais par contre, se dit par semaine ou par jour, j'écris 500 mots. Ou bien par semaine, 3000 mots, voilà quelque chose de mesurable et qui fait aussi un sens. Donc, enfin, lorsque toutes les idées sont mises en place, vous commencez à vous atteler à la forme, la structure, la rhétorique des phrases, leur agencement et bien d'autres techniques et maniements de la langue, parce que parfois le fond du message n'est pas parfois le plus important, mais la manière avec laquelle on le transmet, ça doit vraiment pouvoir parler au cœur de ceux qui nous lisent, ça doit pouvoir vraiment les tenir en captivité, si je peux dire ainsi, du début à la fin du livre. Parce qu'il y a des livres qu'on commence, lorsqu'on commence à les lire, les premiers chapitres sont passionnants et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, ça devient, on se lasse, quoi. Donc, vous devez m'en trouver au-delà du fond du message qui doit être aussi vraiment consistant, trouver une belle forme, une bonne manière de transmettre ce que vous avez à dire. Donc, pour résumer, je dirais commencez et soyez constant. Donc, il y a vraiment une puissance dans l'action, surtout quand on commence à écrire. Ça, je l'ai vraiment expérimenté. Et puis après, c'est comme si les idées fusaient tellement qu'on a l'impression de ne pas pouvoir tout contenir dans un livre. Mais tant qu'on ne commence pas, ou qu'on commence et on n'est pas constant, on n'aura jamais ce genre d'inspiration-là. Donc, oui, l'inspiration, ça existe vraiment, mais l'inspiration ne va pas te trouver pendant que tu ne fais rien. Et commence et tu verras, le flot d'idées viendra de lui-même, quoi. OK. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour les astuces concernant l'auteur. Je trouve que c'est déjà un bon départ. Donc, si quelqu'un met ses conseils en pratique dès maintenant, je pense qu'il verra un résultat. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque moi-même, c'est ce que j'expérimente. Plus je travaille, plus je suis inspirée. Moins je travaille, moins je trouve de l'inspiration. C'est comme ça. Donc, alors, j'aimerais savoir aussi quel est l'impact de la procrastination sur le quotidien des gens? Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet secondaire sur notre façon de vivre, sur nos relations avec les autres, voilà. Donc, je commencerai par dire que la procrastination n'a vraiment rien de positif. Donc, si l'on s'en tient au développement que j'ai mené depuis le début, la procrastination n'a vraiment pas beaucoup de choses de positives, mais je dirais qu'on a tout à perdre, ou bien beaucoup à perdre lorsqu'on est pris à son piège. Non seulement vous perdez un temps précieux, mais vous n'atteignez aucun de vos objectifs. Et sur un aspect socio-économique, vous pourriez rater de belles opportunités. C'est peut-être le cas d'un contact qu'il fallait appeler et vous avez tellement procrastiné à le faire que quand vous le faites, il est trop tard. Vous pourriez même aller jusqu'à ruiner votre carrière si vos rapports arrivent toujours en retard ou un piètre résultat parce que vous l'avez griffonné à la dernière minute. Donc, étant procrastinateur, vous serez également tenté de prendre de mauvaises décisions, je dirais ça vraiment comme ça. Car en effet, si vous n'êtes pas à jour ni à fond sur un sujet donné, parce que vous avez passé tout le temps à procrastiner, alors au pire des cas, si vous n'êtes pas totalement hors sujet concernant ce thème-là, vous serez naturellement pas en mesure de discuter ou de décider conséquemment sur quoi que ce soit concernant ce sujet-là. Un autre impact non négociable qu'on pourra également citer, c'est qu'on pourrait ternir notre réputation. Si on continue, par exemple, à dire qu'on va faire quelque chose demain et que le lendemain, on continue à le renvoyer à demain, les gens cesseront naturellement de nous faire confiance, garderont de nous et nous se garderont même de nous de nous offrir certaines opportunités ou de nous confier des tâches. Donc, vraiment, pensons à préserver notre réputation dans ce sens-là
Même les Saintes Écritures disent, je crois bien, qu'une bonne réputation est vraiment préférable à l'or et à l'argent. Donc, si on doit vraiment ternir cette réputation-là, juste parce qu'on n'a pas pu faire les choses quand il fallait qu'on les fasse, ce serait vraiment dommage. Alors, tu as mentionné tout à l'heure le coup de fil qu'on ne passe pas et qui aurait pu être une opportunité. Ça a attiré mon attention, en fait. Comment je fais donc pour changer cette habitude-là et de ne pas me dire j'appelle dans 1 heure ou demain ou après-demain? Comment ce petit problème-là, est-ce que tu as une solution pour ça? Et que je pourrais, quand je dis je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Donc, c'est une astuce que je pourrais utiliser dans d'autres domaines, mais déjà ce petit bout d'obstacle qui est de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un au moment où il le faut. Je dirais la solution dépend en fait de la cause. Je donnerai ici les solutions selon les causes. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler cette personne-là? Si tu es une personne qui oublie beaucoup, si tu ne le fais pas, ou bien tu ne le fais pas à temps parce que tu oublies, alors ça veut dire que tu es un oublieur. Ce que je conseille dans ce cas-là, c'est vraiment de noter. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à notre disposition de manière digitale ou bien même vraiment manuelle dans un carnet ou bien même sur son frigo et on peut faire des notes et coller ce qu'on a fait pendant la journée et le faire vraiment quand on prévoit de le faire. Si on dit, OK, avant 15 heures, je dois appeler X, qu'on l'appelle vraiment. Bon, si ton problème est que tu es oublieux, alors apprends vraiment à faire des notes, à créer des rappels vraiment dans ton calendrier. C'est plus facile, je crois, de manière digitale de le faire et qu'au moment opportun, ton téléphone, par exemple, te le rappelle avec une sonnerie que tu as quelque chose à faire. Maintenant, si tu es quelqu'un qui, pour rien comme ça, a juste une tendance maladive à renvoyer des choses à demain, tu dois vraiment te faire violence. Il en va vraiment de ta volonté, il en va de ta détermination et de ta discipline. Tu dois vraiment pouvoir te faire violence et te dire, OK, si je dois appeler X personnes à 15 heures, qu'à 15 heures, tu te fasses vraiment violence et que tu le fasses effectivement. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'une autre personne ne peut pas faire à ta place. Donc, voilà ce que je dirais. Soit pour l'oublieux, de noter, et pour celui qui renvoie vraiment maladivement de prendre une décision, quoi. Non seulement de prendre une décision, mais vraiment de s'en tenir à ça. Parce que prendre une décision, c'est une autre, mais se retrouver dans le même cercle ou bien dans le même cirque, c'est une deuxième chose. Alors, justement, dans le livre, il est mentionné qu'il y a des catégories de personnes qui procrastinent. Est-ce que, l'oublieur et celui qui n'a pas de raison précise font déjà partie de ces catégories-là? Quelles sont ces catégories d'ailleurs? Oui, en effet, mon livre met en exergue 5 catégories de procrastinateurs et je n'ai vraiment pas, une fois de plus, la prétention d'être exhaustive dans cette liste. Mais est-ce que tu peux, juste comme ça, en passant, nous dire, parce que ceux qui seront intéressés vont aller découvrir les détails dans le livre, mais pour qu'on ait une petite idée de ce que ça peut être. D'accord. OK. Parmi les 5 catégories, il y a le perfectionniste. J'ai déjà eu à décrire un peu comment il se comporte, le perfectionniste, toujours à chercher ce qui rendrait son travail pourtant déjà exploitable, imparfait. Deuxièmement, il y a le rêveur, ou bien celui que j'appelle le penseur pieux. C'est celui-là qui se fixe des grands objectifs, je dirais même des objectifs pompeux, qui s'assoit devant ces objectifs-là en rêvant que la nature travaillera à les réaliser à sa place. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui en connaissent autour d'eux. Oui. Donc, une autre catégorie, j'ai nommé ici les shooters de dernière minute. Wow. C'est ceux dont la dernière phrase, la phrase préférée, pardon, est de dire je vais finir demain, je vais le finir demain, je vais le faire demain. Sauf que comme on dit chez nous, demain ne finit jamais. Donc demain, je pourrais encore parler de demain sans que demain ne finisse. Ouais. Le shooter de dernière minute, très souvent, se sent
très spécial et en général très intelligent et assez talentueux pour être à mesure d'accomplir cette tâche le plus tard possible. Mais le véritable problème est que l'on finit par avoir trop peu de temps pour le travail à faire et on se retrouve à la dernière minute à sacrifier des jours et même à passer parfois même des nuits blanches parce que le deadline est imminent. Oui, l'on réussira parfois à s'en sortir, mais le résultat du travail ne sera pas aussi pertinent qu'il aurait dû l'être si on s'y était mis à temps, par exemple. Dans une quatrième catégorie, j'ai nommé ici les sans ressources. En fait, vous êtes sans ressources quand vous utilisez le manque de quelque chose comme prétexte pour ne pas accomplir une tâche. C'est ainsi que cette catégorie de procrastinateurs justifiera toujours son manque d'action par un manque de temps ou un manque d'argent ou de connaissances ou bien même de contact. Donc, cette catégorie, comme pour toutes les autres d'ailleurs, les solutions vraiment adéquates ont été énumérées dans le livre aussi. Et enfin, on a l'intimidé, celui qui doute de lui-même, qui n'a pas confiance en lui, et qui, face à ses objectifs, est intimidé ou qui prend peur et préfère donc repousser son œuvre plutôt que de se motiver, de prendre confiance en lui et d'affronter ses peurs directement. Ok, très bien. Mais on arrive bientôt à la fin de notre échange que je trouve super intéressant. Et donc, j'aimerais savoir si quelqu'un veut te contacter pour l'aider dans ses difficultés de surmonter la procrastination. Comment il fait? Est-ce que tu proposes des consultations? Oui, depuis peu, je propose des consultations, mais plus pour les auteurs. D'accord. Plus pour accompagner les auteurs, ceux-là qui se lancent dans l'écriture des livres. Donc, je les accompagne vraiment depuis parfois l'élaboration de l'idée pour ceux qui n'ont pas l'idée ou bien ceux qui ont déjà l'idée, vraiment d'aller avec eux pas à pas de l'idée à l'élaboration de la table des matières jusqu'à vraiment la fin et la publication. Ok, donc tu fais un accompagnement pour tous ceux qui veulent sortir des livres non-fiction. Je précise toujours pour qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, c'est uniquement pour les livres non-fiction. Exactement. D'accord. Et il faut dire que j'aimerais préciser ici que l'accompagnement, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu faire en fait. Mais c'est avec la sortie de mes livres que j'avais tellement procrastiné à publier que beaucoup ont été motivés, quoi. Genre, voilà, ça fait 5 ans, d'autres m'ont parlé même de 8 ans. Hein. J'ai une idée de livre, je sais déjà de quoi ça va parler, mais voilà, j'ai jamais pu me lancer. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, et voilà, je ne me connaissais pas cette vocation-là, donc je faisais vraiment de manière volontaire. Mais vu les résultats, je me suis dit, si j'ai pu aider 1-2 personnes, ça veut dire que je peux en aider beaucoup plus, quoi. Absolument, absolument. Donc, l'accompagnement, je résume, c'est dans la structuration du projet d'écriture. Exactement. Ok, mais il faut que les gens sachent qu'après tout, c'est eux qui écrivent, hein, pas toi. Oui. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ton livre? Bon, mon livre, vous pouvez le trouver en digital sur le site internet www.doitnow-mood.com, Mood, M-O-O-D. D'accord. Ou alors, vous pouvez le trouver chez Amazon. Indépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez, vous entrez juste Ginette Photo, Do It Now, et puis ça vous sortira mon œuvre. D'accord. Je rappelle le titre en français qui s'appelle « Fais-le maintenant ». Demain pourrait être trop tard, comprendre et éliminer la procrastination dès maintenant. Exactement. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet, si les gens veulent connaître ton actualité? Exactement, sur le net, bien sur Facebook, on peut me suivre sur non, pas sur www, bien sûr. On a une page Facebook qui s'appelle Do It Now Mood.
Et on peut aussi me suivre sur ma page privée qui est JJFO. JJF. JJFO. JJ espace FO. Exactement. Je propose aussi beaucoup d'autres services. D'accord, justement. Bien sûr. Donc, je propose aussi beaucoup d'autres services. Entre autres, j'ai une vitrine d'achat de billets d'avion à bon prix chez www.doitnowtrip.com et un service de relecture et de correction technique pour tous vos mémoires, vos rapports de stage. Vous pouvez me contacter chez contact@bamado-thesis.com. Et nous avons aussi une page Facebook qui s'appelle Bamado Thesis. Alors, je vais mettre toutes ces informations dans la description de l'épisode. Donc, tous ceux qui auront besoin de ces informations peuvent aller sur la page de l'épisode, regarder dans la description, il y aura toutes ces informations et tous les liens. D'accord. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. J'aimerais vraiment recommander le livre Do It Now ou bien Faites-le maintenant à tous ceux-là qui pensent vraiment, ou bien qui s'identifient à la procrastination. Parce que pour moi, c'est vrai qu'avant de le publier, je me suis vraiment rassurée que moi-même, je n'étais plus dans ce mood-là, que je n'étais plus dans ce cercle de la procrastination. Mais en écrivant ce livre, ça a été aussi vraiment comme un catalyseur pour moi, quoi. Ça a accéléré beaucoup d'autres projets qui sont venus juste après, vraiment juste après la publication de ce livre. Entre autres, Bamado Thesis, Do It Now Trip, l'accompagnement pour les livres. Ça, pour ne citer que ceux-là, quoi, sont des projets qui sont nés après que j'ai publié ce Do It Now. Oui, je ne dirais pas que c'est la publication qui a engendré cela, mais c'est vraiment le fait que je me sois appropriée ou bien que je me sois identifiée moi-même aussi à toutes les solutions que j'ai proposées dans mon livre. Très bien. Ça m'a vraiment fait accoucher de tous ces bébés-là qui sommeillait dans mon ventre depuis bonne lurette, quoi. Très bien. Tu as parlé de l'accompagnement pour des gens qui écrivent des thèses, des mémoires. Est-ce que tu peux préciser exactement en quoi consiste cet accompagnement? Exactement. Donc, si vous avez besoin de relecture, tout simplement, par exemple, ce qui consiste à corriger la grammaire ou l'orthographe, nous sommes là. Si vous avez besoin de reformatage, nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin d'un avis technique, je veux dire qu'un technicien qui comprend vraiment votre filière et le thème de votre mémoire ou bien de votre rapport de stage et qui vous donne des avis techniques sur ce qui est faisable ou pas, sur ce qui est compréhensible ou pas dans votre mémoire, vous êtes également à la bonne adresse. Très bien. Et le travail se fait en quelle langue? Le travail se fait pour le moment beaucoup plus en allemand parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers en Allemagne qui nous contactent. D'accord. Donc, les mémoires... Pardon? Non, je disais que donc, les mémoires qui sont envoyées, et tous sont écrits en allemand. 85% sont en Allemagne, en allemand. Je dirais 5% en français et 10% en anglais. Donc, on supporte les 3 langues. Donc, vous acceptez l'allemand, l'anglais et le français. Exactement. D'accord, très bien. Alors, on est arrivé au terme de notre échange. Est-ce que tu as un dernier mot? Bon, voilà, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. J'espère vivement que la majorité ou bien que beaucoup d'entre les auditeurs n'ont pas fait avec la procrastination, ou alors si c'est le cas, ne vous en faites pas. C'est possible d'en sortir, c'est possible de commencer vraiment à agir, de commencer à travailler sur soi, sur ses projets. C'est possible de réaliser ce dont on a toujours rêvé. Parce que parfois, quand on est dans ce cirque-là, on a parfois l'impression que voilà, notre vie tourne en rond, quoi. On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Mais je veux juste vous encourager que c'est
C'est vraiment possible d'en sortir, c'est possible de voir un nouveau jour. Faites-vous juste confiance, faites-vous juste accompagner, peut-être par ceux qui sont passés par là ou pas. Ne restez pas silencieux sur votre condition. Informez-vous et je pense que tout ira pour le mieux. Parce que ce thème de procrastination n'est pas souvent très connu. Parfois, quand on est dans ce cirque, on se dit, si on ne sait pas qu'il y a une notion qui s'appelle procrastination ou un mal qui s'appelle procrastination, on se dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma vie tourne en rond, comme on a l'habitude de le dire? J'aimerais bien faire telle chose ou telle autre, mais je ne parviens tout simplement pas. Je ne trouve pas la voie pour commencer. Je ne trouve pas du temps pour le commencer. Je ne trouve pas du courage ou bien de la motivation pour le commencer. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est possible. Du moment où vous identifiez vraiment que voilà, je procrastine, c'est ce problème que j'ai en face de moi, vous pourrez mieux le combattre, quoi. À tous les éditeurs de ce podcast, qui vont se rendre sur mon site www.doitnow-mood.com. J'offre un coupon de réduction de 75%. Le coupon sera GKF-DIN75. GKF-DIN-75. Donc, avec ce code-là, vous pouvez vous procurer mon livre Do It Now, version française comme anglaise, sur mon site, avec 75% de réduction. Très bien. Pendant combien de temps l'offre est valable? Je laisserai l'offre valable pendant 2 semaines. Très bien, super. L'offre est valide pendant 2 semaines. Très bien. Donc, offre spéciale pour tous les éditeurs du podcast Le Salon du Livre. Vous allez trouver le code de réduction de 75% pour le livre de Ginette Fosso. Vous trouverez toutes les indications, toutes les informations dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Ginette. Merci à toi, Celle. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.